Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence Innover, délivrer, la dualité du product owner. Je m'appelle Romain Couturier, je viens de Lyon. Et la particularité, vous l'aurez compris, c'est que vous serez donc dans le noir. Ça, je n'avais pas anticipé. Marcel, tu peux... Je vais le prendre. Tu peux le baisser celui-là, s'il te plaît. Donc vous avez compris qu'il y a pas mal de contraintes logistiques sur cette conférence, puisque ce sera une conférence no slide, et elle sera dessinée. Donc ce que je n'ai pas pu dessiner, c'est les sponsors. Donc si on peut faire quand même un tonnerre d'applaudissements pour les sponsors, parce que grâce à eux, on a quand même droit à ces beaux événements. Donc rien que pour ça, merci. Et puis je voudrais des applaudissements plus forts pour les orgas, parce que c'est un énorme travail. Bravo les orgas. Et merci pour l'invitation. Alors, il y a un truc que j'adore faire dans ce genre d'intervention. Je me suis toujours demandé comment je pouvais placer mon numéro de téléphone au démarrage d'une conférence. Et ben, je me suis dit que j'allais le faire. Pourquoi je vous le donne? Parce que fut un temps, on était en Covidie. Et quand on était en Covidie, on pouvait s'envoyer des messages sur le chat. Et ça, on l'a un petit peu perdu avec le retour du présentiel. Alors bien que le présentiel ait une énorme qualité, c'est que on peut être ensemble. Si vous vient des questions, vous pouvez me les envoyer. Je ne dis pas que je les traiterai en cours de session, mais elles pourront peut-être alimenter nos références, enfin nos échanges à la fin. Donc si vous avez une grosse question autour de cette thématique, surtout n'hésitez pas. Alors, de quoi allons-nous parler? Bien de product owner. Cette session est dédiée à tous les product owners. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Il y en a, très bien. Alors comme le nom de la session ne l'indique pas, cette session est aussi dédiée aux Scrum Masters, aux managers, à tout un tas de personnes qui sont concernées par l'agilité. À ma gauche, innover. Innover dans le sens de mettre à disposition de la valeur, d'imaginer, d'inventer, d'aller défricher, d'aller découvrir de nouveaux espaces. À ma droite, délivrer. Délivrer dans le sens de créer, dans le sens de fabriquer, dans le sens de mettre à disposition une valeur générée. Et au centre de tout ça, un homme, une femme, dont on pourrait peut-être résumer le quotidien par cette phrase. Les plus PO d'entre vous auront reconnu le format User Stories. Précisez que dans cette conférence, il y a des fleurs à gagner ainsi que des pots de miel. Si vous voulez être gagnant, il va falloir parler plus fort. En tant que PO, je veux que ça marche afin d'être content. Derrière cette formulation, vous aurez reconnu le format User Stories et j'espère aussi que vous aurez reconnu que ce format est absolument incomplet. Parce qu'il nous manque des choses. Il nous manque la fameuse DOD, aussi appelée Definition of Done. Alors, quelle pourrait être la Definition of Done pour une User Story comme je viens de l'écrire? Honnêtement, j'en ai aucune idée. La DOD, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est souvent une question qui remonte dans les séances de travail. Alors, je ne sais pas ce que c'est, par contre, je sais la faire émerger. Et si, en tant que PO, vous avez ce problème aussi de faire émerger la DOD, il y a une technique très simple que je conseille aux équipes. Ça s'appelle le bombardement de questions. Si tu ne comprends pas la DOD d'une user story, le plus simple, c'est sans doute de poser plein de questions à son product owner pour savoir ce qu'il entend par sa user story. User story, DOD, 3 minutes de conf, 2 mots de jargon. Et c'est ça qui est quand même merveilleux quand on est product owner en 2023, c'est que du jargon, il y en a plein. Et quand même, 2023, quand tu es PO en 2023, tu as quand même une masse d'outils qui est géniale, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Alors, j'ai parlé des US, le petit nom qu'on donne aux user stories, et de la DOD. Certains, des fois, veulent compléter ce panel d'outils avec les user stories techniques. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'utilisent, mais comme j'ai les lumières dans les yeux, je ne peux rien voir. Donc, je vais imaginer qu'il y en a parmi vous qui hochent de la tête. Les user stories techniques, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Si tu rigoles à cette vanne, tu ne sais pas trop comment tu vas t'en sortir. Alors, tu peux peut-être partir sur des système stories. Là, on est plutôt déjà dans la partie délivrée. Quels sont les outils du Product Owner? Les outils du Product Owner dans la partie delivery, il y en a plein. On a parlé de la DOD, mais on aurait pu parler de la DOR, de la Definition of Ready. Allez, si on est dans la partie name dropping, c'est le slide outil de la conf. Hein. Donc si tu es venu pour des outils, c'est maintenant. Hein. Régale-toi. Hein. Je te les donne dans le désordre, pour qu'après, tu ailles sur Google ou sur ChatGPT, et puis tu essaies de comprendre ce que c'est. Tu vas utiliser des techniques de priorisation en tant que Product Owner. Alors, tu as le choix, WSJF, Moscou, évidemment, ça résonne assez mal avec l'actualité, mais c'est tellement utile. Les techniques de priorisation 20 sur 20, si tu aimes les jeux de Tiagi, il y a les priorisations 35, si tu aimes l'histoire, tu utilises la matrice d'Eisenhower. Si tu aimes les matrices de priorisation, tu vas aimer Rice, tu vas aimer Kano. Puis si tu aimes les matrices, tu aimes peut-être les graphiques. Tu vas utiliser les burn-up, les burn-down. Peut-être même que tu vas faire un Kanban, on en reparlera tout à l'heure. Peut-être même que tu vas utiliser les CD3, les Tres Amigos. Mon Dieu, tant d'outils! Mon seul vœu à la fin de cette conférence, c'est que si tu prends en photo la fin de cette slide, c'est que tu fasses un Google sur tout ça. Ça va t'occuper le début de la semaine prochaine. Et si tu es venu pour regarder la partie innovée, tu te dis que pour l'instant, la feuille est bien vide. Attends! Parce que les US, ça vient d'où? User story. User story, mapping. Donc dans la famille mapping, il y a le frère et la sœur, ou les deux frangins, ou les deux sœurs, comme tu veux. Le user story mapping, grand classique, on doit avoir fait un user story mapping. C'est une injonction, c'est obligatoire. L'impact mapping. Si tu veux innover, penser par objectif, quand on a marre de faire des user story mapping, tu fais des impact mapping. Et peut-être que si tu as de la chance, tu vas pouvoir remonter sur des méthodes de design. Ah, ça, c'est génial. On a eu toute une vague de design. Les design sprint, les design thinking, les designs ce que tu veux, tu design. Ça fait trop classe de mettre le mot design. En vrai, c'est des vrais outils, hein, qui sont quand même très puissants et qui nécessitent une certaine technicité et une certaine maîtrise. Mais avant ça, moi, en tant que product owner, je peux peut-être remonter quasiment sur la partie business model. Le business model Canva, développé par Alex Osterwalder, pompé allègrement par Ash Maurya pour décliner le Lean Canva. Dans un super bouquin qui s'appelle Running Lean, voilà, des canevas, on colle des post-it dedans, plein de post-it, c'est trop bien. On est vendredi après-midi, hein. Ma femme, elle m'a prévenu, elle m'a dit, fais attention, hein, tu sais, hein. Je dis, non, je vais. T'inquiète pas. Et si t'aimes le business model Canva, t'aimeras peut-être les stratégies Océan Bleu. Alors là, on est vraiment dans le cœur du business model, c'est trop bien. Et pour modéliser tout ça, parce que si au bout d'un moment, coller des post-it, t'en as marre, ou que t'en fais plus, parce que de toute façon, tout est sur Jira maintenant. Tu vas peut-être aimer les pédagogies Lego Serious Play, une pédagogie absolument remarquable pour faire de l'innovation. J'adore. Puis comme on est dans le Lean, on pourrait aussi parler du Lean Startup. Lean Startup, tout ça. Et puis après, il y a des trucs un peu qui ont été faits ad hoc. J'ai découvert récemment un truc qui s'appelle Ad hoc Kickbox. C'est comme du design thinking, mais tamponné Adobe dessus. Et comme c'est Adobe, c'est bien fait. C'est bien fait, il faut le dire. Tous ces outils, mon Dieu, tous ces outils. Et si on arrêtait la conférence à ça? Si c'était ça la solution de cette dualité innover versus délivrer, ce serait mais tellement facile.
hélas, hélas, ce n'est pas que ça la vie d'un ou d'une product owner. Un ou une product owner, ce sont aussi des liens. Pas n'importe lesquels. Des liens entre différentes typologies de population. Ceux qu'on adore ou qu'on ne voit jamais, ça dépend. D'ailleurs, peut-être qu'on les adore parce qu'on ne les voit pas. Ce sont les utilisateurs. Des utilisateurs à qui on pourrait poser des questions cons. Tu as la référence, hein? Très bien. Si tu ne l'as pas, tu regarderas le replay de ce matin. Parce que c'est une vraie session et il y a vraiment des choses importantes dedans. Ces utilisateurs. Alors, attention, faisons bien la différence entre utilisateur et client. Hein. Un client, il n'utilise pas le produit. Quand tu es dans un modèle B2B, parfois le client, il pense qu'il est utilisateur, mais il n'y connaît rien. Souvent, le client, il achète. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un ou une product owner va aussi être en lien avec l'organisation. L'organisation, c'est celle qui a les clés du budget, celle qui a les clés de la décision, celle qui a les clés du business model. Et puis, n'oublions pas qu'on a aussi tout un pan relationnel avec nos chers amis techniciens, techniciennes. Tout ça, ce sont des liens forts, et je vais osciller entre toutes ces populations. Alors, lesquelles sont plus proches de l'innovation, lesquelles sont plus proches du delivery? Bon, je pense que là, c'est assez clair, hein, quand même. Hein. Delivery, on sait déjà qui on met dans la case, hein, vous ne trouvez pas? Ce serait dommage, d'ailleurs, de cantonner les techniciens que au delivery. Parce que du coup, on les prive de la partie innovation. Et en même temps, les utilisateurs, s'ils voulaient que de l'innovation, comment on ferait pour leur délivrer des choses? Alors, est-ce que c'est aussi manichéen? Pas sûr, pas sûr. C'est pour ça que le rôle de product owner, c'est un rôle complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce rôle de product owner, il dépasse même la naissance de Scrum. D'ailleurs, ça a été vu ce matin. Hein. Rachel nous parlait de la présence du product owner dans énormément de méthodes. On a plein de trucs qui ont émergé, des product owners proxy. Et le truc qui existe depuis 10 ans, qu'on a inventé par mégarde dans des Agile Tours, dont on essaie de se décoller comme ça, comme un mauvais truc là, qui te colle à la godasse, là. Et qui reste. Ah, c'est pas contre toi, hein, c'est des product owners proxy, j'ai rien contre toi. Mais c'est vrai que... Alors, il y a pire, maintenant, on fait distingue les product owners, les product managers, les product leaders. Je ne sais pas comment on peut y retrouver son latin là-dedans. Parce que la complexité des liens ne s'arrête pas là. La complexité va être aussi fonction des typologies de moments, d'actions de product owner. Qui parmi vous est plutôt product owner dans une ESN, dans une société de service? Ah, il y a quand même 2-3 mains levées. Vous savez, c'est pas lourd quand même, hein, c'est pas ouf. Moi, quand j'étais product owner en société de service, j'ai compris récemment qu'en fait, j'ai jamais été product owner. C'est pas moi qui ai le produit, moi je suis prestataire de service. C'est rare quand on a notre client. Au mieux, on est un project owner. Et quand on le dit en anglais, c'est quand même vachement plus sexy que chef de projet. Et finalement, ça reste la même chose. Ou product owner proxy. Ou est-ce qu'on a peut-être plus des product owners, peut-être dans les DSI? Mais là encore, est-ce que les DSI font des produits? Certaines, évidemment, on trouvera toujours des exceptions. Et on a souvent une phase de projet, et après une phase de maintenance. Du coup, quand je suis product owner avec cette typologie-là, je ne vais pas agir de la même manière. Comment je suis product owner dans une phase de maintenance sur un produit qui a déjà vécu cette grande phase d'innovation? On n'est peut-être que dans le delivery. Peut-être logique, finalement. Alors qu'il y a des typologies d'organisation, je pense notamment aux éditeurs, qui... Alors là, on fait du produit. Il y a des éditeurs dans la salle? Ah, bah, disons que ça a l'air bien. Hein. Ouais. Les éditeurs, ils font des produits, normalement, ils font plein d'itérations, sauf qu'ils font aussi plein de projets qui leur demandent de faire plein de trucs spécifiques. Et du coup, quelque part, chez les éditeurs, tu peux trouver avec ce qu'on fait de pire aujourd'hui dans le monde du PO, c'est-à-dire faire du produit tout en intégrant des contraintes de mode projet. C'est ça, hein?
Est-ce qu'on pourrait arriver, s'il vous plaît, à faire du générique avec des dates fixes? Oui, ça c'est exactement ce qu'on décrivait avant Agile. Hein. Et peut-être qu'il nous en reste, peut-être que là, peut-être que si on va voir les modes startup, alors là, peut-être que là, on fait du produit. Ben là, on fait du produit de ouf. Alors, est-ce qu'on délivre? Ouais, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je questionne. Hein, je questionne. Ça va peut-être un peu trop fort. C'est peut-être trop d'innovation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a des typologies, donc être product owner, osciller dans cette dualité, c'est un exercice qui est compliqué. Ce n'est pas étonnant que lorsqu'on est sur les phases de recrutement, on peut se poser la question des qualités qu'on va attendre du product owner. Est-ce qu'on va lui demander plutôt de venir du delivery? Et si on prenait finalement un ancien chef de projet ou une ancienne chef de projet? Ce serait pas mal ça, quelqu'un qui s'est piloté, qui s'est organisé, qui s'est structuré, qui s'est planifié. Ça, c'est bien. Ouais, mais non, parce que vraisemblablement, chef de projet, est-ce qu'il y aura vraiment une culture agile? Est-ce que c'est pas un peu trop rigide? Je sais pas, peut-être pas. Hein. Et si on prenait quelqu'un qui vient du dev? Ah, ça serait pas mal. Quelqu'un qui a une culture de la technique, qui comprendrait les enjeux. Pourquoi c'est si compliqué de faire du logiciel? Et qui pourrait le remonter au niveau du produit. Ça, ce serait intéressant. Oh, mais non, parce que les devs qui font du produit, un vrai dev, je parle du... Il aime le dev. Quand tu es dans le code, tu n'es pas dans le produit. Tu es dans le code. Quand tu es dans l'algorithmique, tu es dans le code. Est-ce que tu es en train de penser stratégie de produit? Non, tu es dans le code. Enfin, moi, quand je faisais du dev, j'étais dans le code. J'adorais ça. Ou dans les tests. Parce qu'il y a des devs qui sont dans les tests. C'est cadeau. Bon, on va prendre un extérieur, on va trouver un sous-traitant qui sera product owner. Ça, c'est malin. C'est malin parce que cette personne-là, elle a les compétences. Elle sait faire. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si on a une dimension métier à notre produit, eh bien, ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui a cette même dimension métier. On se retrouve donc avec des product owners qui ont la méthodologie, rarement le savoir-faire métier. Si vous travaillez dans le médical, avoir des product owners médicaux, ça court quand même pas les rues. C'est rare quand les gens ils se marquent comme ça. Je suis product owner médical, ou logistique, ou ce que vous voulez. Et si, et il me semble que ça fait partie des modèles émergents, et si finalement, le product owner, ce ne serait pas le Scrum Master, ou mieux, l'inverse? Puisque de toute façon, des Scrum Masters, on ne sait toujours pas à quoi ils servent, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont dans leurs agendas, et que ça n'a pas l'air si compliqué. On pourrait peut-être rationaliser les postes, non? Ce serait pas mal. Moi, je dis ça. Plus les gens font ça, plus moi, en tant que coach agile, ça m'apporte du boulot derrière, donc ça me va bien. Hein. Parce qu'après, il faut expliquer pourquoi c'est une connerie. Ou pourquoi c'est pas une si mauvaise idée, parce qu'en fait, des fois, un PO, il a une toute petite équipe, et donc on ne peut pas démultiplier les rôles, et donc c'est logique. Et en vrai, on ne fonctionne pas en Scrum. Donc avoir un Scrum Master quand on ne fait pas de Scrum, est-ce que ça sert à quelque chose? Il y en a d'autres qui vont me dire, attendez. Un PO, il faudrait peut-être qu'il vienne de l'UX. Parce qu'en UX, on est centré sur les usages, on est centré sur les utilisateurs, on a cette culture, ça nous raccroche vraiment à ce qu'on a vu ce matin avec Rachel. Ça, c'est malin, ça, c'est intelligent. Mais est-ce que les UX ont la culture du delivery? Est-ce qu'un UX a déjà fait du code? D'ailleurs, les UX, on parle de quoi? On parle des gens qui designent des services ou on parle des gens qui font des maquettes? Ce serait bien aussi que dans le domaine de l'UX, ils clarifient cette définition, parce que ça fait des années qu'on les attend sur cette question. Roue libre, hein, je vous l'ai dit. Vous l'avez senti En vrai, je suis doux, hein, moi j'aime tout le monde. Hein. Ceux que j'aime bien, c'est eux, les commerciaux. Parce que tout le monde les déteste. Parce qu'en vrai, quand tu vas voir un commercial, il sait très bien te dire d'où vient le problème. Comme Rachel l'a dit ce matin, c'est les devs. Mais quand tu vas voir les devs, d'où vient le problème? Toujours du commerce. Et si on les mettait en pivot? Peut-être qu'ils seraient là un peu tout le temps. Là, ce serait malin. Là, ce serait intelligent. Là, ce serait intéressant.
Est-ce qu'un commercial sait travailler en équipe? Statistiquement, il y en a forcément. Obligatoirement. Je ne sais pas s'ils sont mis dans un système qui leur permet de travailler en équipe. Donc non, c'est peut-être pas une grande idée. Ben oui, mais non, vous voyez. Et on pourrait faire ça aussi avec les gens du marketing. Alors là, eux, ils sont proches. Alors eux, ils savent bien arrondir les angles. C'est des diplomates de la com. Ils savent valoriser le produit. Ça, ce sont des compétences intéressantes. Ou peut-être que tout simplement, pour arrêter de chercher la solution dans la dualité de ce product owner, peut-être qu'il nous faudrait un petit peu de tout ça. Et peut-être qu'en tant que product owner, ça fait partie aussi des métiers que je devrais explorer, car oui, il y a toutes ces facettes dans la vie. Alors appelez ça comme vous voulez, un product owner, un product manager. En tout cas, on a besoin de comprendre l'ensemble de ces sensibilités. En tout cas, c'est le sens de mon message. Quelles que soient les agilités, on sait aujourd'hui, voilà, on sait que de toute façon, le PO n'existe plus en tant que rôle de Scrum. Aujourd'hui, PO, ça désigne quelqu'un qui a ce truc-là. Voilà, je pense qu'au cœur de la dualité, il y a un objet qui est assez clair, qui s'appelle un backlog, qui est vraiment au carrefour entre les deux. Je pense que c'est à peu près le seul dénominateur commun qu'on arrive à retrouver. Et ce backlog, il vient forcément du fruit de l'innovation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors innovation ou penser, ou juste faire des listes. Il y a bien quelqu'un qui a imaginé la chose. Ce backlog, à un moment donné, il va bien falloir qu'on le trie. Voilà, tu peux regarder toutes les méthodes, mais en tant que product owner, tu vas t'y coller. Il faut que tu aimes trier. Il faut que tu sois plutôt maniaque. Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, bien ranger dans ta chambre ou dans ta maison, regarde les épisodes de Marie Kondo, elle t'expliquera la vie. J'adore Marie Kondo. Tu connais pas Marie Kondo? C'est une petite japonaise. Elle fait un business extraordinaire. Juste pour t'expliquer comment ranger tes chaussettes dans un tiroir. Et les gens adorent ça. J'adore ça. Roue libre. Après, une fois que tu as bien trié, alors des fois ça peut aller vite, des fois ça peut être très long, tu visualises ça, alors tu ne te prends plus la tête, tu arrêtes les post-it, on est en 2023, c'est fini. Malheureusement, tout est dans Jira maintenant, ou dans Azure Boards. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Et à un moment donné, il va falloir voir tout ce qu'on a à faire, et puis après, on va le délivrer, tout ça. Voilà, puis on va... C'est pas mal. Normalement, c'est à peu près ça. Vous voyez, c'est un truc à peu près... on pourrait appeler ça agile. Ça me paraîtrait pas mal comme terme. Et au cœur, on a ça, ce truc-là, ce backlog. Moi, en tant que product owner, s'il y a à peu près une certitude, c'est que je vais avoir ce machin à gérer. Zoomons un petit peu sur ce backlog. Il y a quoi dans un backlog produit? Pareil, délivrer, innover. Je suis toujours étonné, quand je montre ça, de voir que sur la partie innovation, c'est très très clair. La partie innovation, c'est quoi? Ce sont des choses qui se voient de la part des utilisateurs et des choses qui apportent énormément de valeur. Ça, c'est pas très compliqué. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Alors ça peut porter plusieurs noms, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette case qui a plein de valeur et qui se voit des utilisateurs? Des fonctionnalités. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as gagné des fleurs. Je t'offre des fleurs pour cette bonne réponse. Des fonctionnalités. C'est bien ça. Des fonctionnalités. Alors après, tu as tous les thèmes, les épiques, les trucs, les bidules et les machins. Moi, j'ai jamais rien compris et la différence entre tout ça, c'est tout pareil. Mais dans Jira, c'est pas pareil. D'ailleurs, si vous voulez animer un débat tout à l'heure, c'est quoi la différence entre une épique et une user story? Vous avez 3 heures. Je ramasse les copies à la fin. Voilà, ça, c'est de l'innovation. Ça va se voir. Voilà. Et s'il y a bien un truc qui est vraiment que dans le delivery, qui est assez clair, des trucs qui se voient des utilisateurs, mais qui apportent une valeur vraiment questionnable, voire pas du tout, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Des fonctionnalités. Tu sais quoi? Tu as gagné des fleurs aussi.
Alors, plus souvent, ça s'appelle des bugs. Alors ça, c'est vraiment le truc du delivery pur. Le truc que personne n'a envie de faire. En même temps, il faut le faire. Hein. Le bug, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement sur une valeur perdue. Un bug n'existe pas sur une valeur qui n'a jamais été mise en production. J'espère qu'on est à peu près d'accord sur cette définition. Si on ne l'est pas, j'ai raison. Parce que ça m'arrange. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir encore innover? Qu'est-ce qui ne se verrait pas des utilisateurs et qui pourtant apporterait de la valeur? Là, ça devient intéressant. Et en tant que product owner, j'ai cette typologie-là à gérer. Et là où c'est marrant, oui, proposition, non? Peut-être. La recherche. Alors c'est souvent là où les gens mettent les user stories techniques, qui, je rappelle, c'est comme le Père Noël, patati patata. Dans un framework qui s'appelle FURBS+, qui a fait l'exigence non fonctionnelle dans les années 80-90, on appelait ça les exigences non fonctionnelles. C'est tout un référentiel de qualité, de stabilité, de testabilité, de légalité. Tous les trucs qui finissent en IT, qui sont généralement attendus dans des dossiers d'architecture, qui sont écrits souvent à la fin des projets, ou jamais écrits, qui sont pourtant hyper structurants parce que tant qu'on n'y pense pas, enfin si on n'y pense pas, eh bien ça va mettre à mal la robustesse de notre produit après. Et puis il y a cette dernière case. Un truc qui ne se voit de personne et qui pourtant, tout le monde en parle, et pourtant, plus personne ne le valorise. Ça pourrait s'appeler, il y a un pot de miel à gagner sur ce coup-là. Comment t'as dit? La dette technique. Et je trouve que c'est très injuste ce terme dette technique. Parce que ça consisterait à dire que la dette n'est que technique. Pourquoi elle est que technique, la dette? D'où ça vient, ça? Peut-être d'un mépris pour le développement, mais la dette technique, la dette tout court, on sait très bien d'où elle vient. La dette, personne ne la commande dans un backlog. Des bugs, on peut les mettre dans un backlog. Des fonctionnalités, on les demande dans un backlog. Des exigences non fonctionnelles, on peut les mettre dans un backlog. Mais de la dette, personne n'arrive le matin en disant « Tiens, il y a un truc bien dégueulasse à faire. » Non? T'as déjà vu ça? Si t'es product owner dans la salle, t'as jamais saboté ton backlog en faisant ça. Personne ne fait ça. Pourtant, il y en a. Mais oui, bien sûr, il y en a. Parce que quand c'est pas fait, tous ces trucs-là, ça se transforme en dette. C'est ni plus ni moins que ça. La dette, ce sont des éléments qui ont eu de la valeur un jour, mais qui n'en ont plus aujourd'hui. Alors la dette, comment on la reconnaît? Très facile. Très, très, très facile. La dette, c'est le truc qui est hyper lent. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu le demandes et le moment où tu l'as, il peut parfois s'écouler une vie. Et en tant que product owner, ça me saoule, ça me gonfle, ça me pèse. Non? Il y en a qui priorisent de la dette en premier. Il faudrait être malade pour faire ça. Il y a quand même d'autres trucs à côté, on en a vu, hein. Il y a des bugs, il y a des fonctionnalités, il y a des exigences non fonctionnelles. Et donc là, on voit émerger, dans cette dualité, des choses qui vont de fait s'écouler de manière lente, de fait s'écouler de manière normale et rapide. Parce que oui, je dois gérer aussi des exigences de délai. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des classes de services. Et là, si vous regardez bien, qu'est-ce qui vient d'apparaître devant nous? Sur la colonne lenteur, c'est tout ce qui va nous péter à la gueule un jour. On la connaît, l'histoire, on va pas se mentir. Tout le monde s'en fout jusqu'au jour où c'est urgent. Hein? On l'a tous fait. Moi, quand j'étais PO, je le faisais. Et quand je vois que ça n'a pas changé, je me dis que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et si tu pars en classe de service, si tu as vu qu'il y a des niveaux de service, si tu as vu qu'il y a un couloir lent et qu'il y a un couloir rapide, regarde, la magie.
Si tu traces des colonnes comme ça, qu'est-ce qui émerge? Ah, un Kanban! Oh punaise! Un Kanban pour Product Owner. Kanban, je pense que c'est à peu près l'outil que tu dois avoir en tant que PO. Et si à 50 ans, tu n'as pas fait un Kanban quand tu es Product Owner, tu n'as pas raté ta vie, t'inquiète. Tu as juste raté un énorme morceau de ta vie de PO. Pourquoi? Alors je te le donne, hein. On ne va pas s'amuser à imaginer. Voilà. Dans un Kanban pour PO, il y a un pré-stock, toujours. Un pré-stock. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qu'on n'arrive pas à mettre dans le stock. Et comme on ne veut pas les mettre, on les met dans le pré-stock. Il paraît que c'est logique. Après, on analyse. Ou un truc qui s'appelle, dans ce goût-là. Hein. Après, on fait de la conception. À peu près. Après, on fait du dev. À peu près. Après, on fait du test. Je ne vais pas faire mon comique de répétition. Normalement, on doit faire un truc qui s'appelle recette. Et puis, à un moment donné, on doit livrer. Et tout ça arrive livré. Voilà. C'est pas beau, regardez ce qu'on vient de réinventer. Un cycle en V, mais en vachement plus fluide. Qu'est-ce que c'est bon d'être en roue libre en fin de semaine comme ça. C'est une sensation délicieuse, hein, je vous conseille d'essayer. Alors, en tant que PO, une fois que tu as ça, la solution, elle est claire. Hein, que tu sois dans un outil digital ou numérique ou analogique. Tu as des trucs qui vont circuler à l'intérieur. Et tu sais très bien comment tu vas piloter ta dualité. Innover et délivrer. Elle est où la dualité? Le delivery, il est là. L'innovation, elle arrive par là. On comprend bien que le PO, il est écartelé dans l'intégralité de ce flux. Pour gérer le delivery, c'est très, 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 très simple. En Kanban, il y a un principe, le plus simple de la Terre, le plus compliqué à mettre en œuvre. Ça s'appelle limiter le travail. Commencer par terminer et arrêter de commencer. C'est pas très difficile à imaginer. Pourtant, c'est étonnant le nombre de gens qui disent fonctionner en Kanban qui n'ont pas de limite. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais quand tu arrives à mettre en place des limites, qu'est-ce qui va se passer? Mécaniquement, automatiquement, tu vas fluidifier ta partie delivery. Donc en tant que product owner, tu as un vrai levier d'action sur la partie delivery par la mise en place de limites, des limites faibles. Okay, pas des limites hautes, des limites faibles. Et automatiquement, si c'était engorgé en bas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout remonter en haut. Et là, c'est beau. Parce qu'en tant que PO, je peux remonter sur la partie stratégie. Alors, dans les stratégies d'organisation du pilotage du flux, il y en a plein. Il y a plusieurs outils. Le premier, je l'ai appelé le « il le faut mettre ». Je vous remercie de rire à ça, parce que c'est toujours le moment délicat où je me dis est-ce que je vais faire un bide ou pas. Le « il le faut mettre », oula, mon Dieu, oui, c'est fin de semaine. Hein. Ouais, c'est un mouton? Pas du tout. On va jouer à Pictionary. C'est un hippo, merci. Tu viens de gagner un pot de miel parce que t'es trop sympa. Highest paid person opinion. Juste un acronyme pour dire que souvent, c'est la personne qui a... Alors, il le faut mettre, c'est facile. La phrase commence par « je pense que ». Et si c'est toi qui as le dernier « je pense que », c'est toi le hippo. Parce que c'est toi qu'on écoute. Alors, il n'y a pas que le « il le faut mettre ». Hein. Il y en a plein, il y en a d'autres. Il y a le datamètre. Parce qu'il me fallait des rimes en mètre. Alors le datamètre, c'est exactement ce qu'a présenté Rachel ce matin. C'est du pilotage par la data. Encore faut-il avoir, en tant que PO, demandé à avoir mis en place du pilotage par la data. Il y a un autre outil, quand on a vraiment du pilotage par la valeur, c'est le oufomètre. On fait des trucs de ouf. Ça, c'est la partie innovation. C'est ouf. Ils vont adorer nos utilisateurs. Ça ne plaît pas toujours.
mais ça marche trop bien. Après, tu as l'autre maître. Là, il est plus rare celui-là, mais ça peut être la partie stratégie financière. Quand on arrive à avoir un backlog qui est piloté par la stratégie financière, ça peut aider en tant que product owner. Alors on rigole avec tout ça, hein. Mais la stratégie la plus développée reste celle-là. L'avantage, ne la critiquons pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'être formé. On est tous compétents en la matière. Puis il faut mettre que nous retrouverons dans l'outil qu'on demande à tous les PO. La feuille de route. Alors, oui, toi tu rigoles là-haut, c'est... Une feuille de route, qu'est-ce que c'est? Une feuille de route, c'est comme le DAU. Tout le monde en parle, mais personne n'en a vraiment jamais vu. Alors quand je dis ça, on me dit, c'est pas vrai, hein. Parce que moi, la feuille de route, je sais très bien ce que c'est. On a un objectif, on a un cap, on a une vision. On a peut-être même des OKR. OK. Et là, tu as dit, hop, 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 hop. Quand tu as la chance d'avoir des gens dans la même pièce à qui tu poses cette question, moi, ces ateliers, je les appelle les ateliers bonbons ou popcorn. Je prends mon paquet de popcorn, là, puis je regarde ce qui se passe. C'est génial. Parce qu'il y en a un qui dit, ah, en fait, la feuille de route, c'est pas ça. La feuille de route, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse en voir les étapes. Très bien, pourquoi pas. Il y en a qui disent, hop, 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 hop. Moi, pour moi, une feuille de route, c'est plutôt un truc qu'on va voir en semestre. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, 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 la feuille de route, c'est le chemin qu'on va prendre pour arriver à faire tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les feuilles de route communes et partagées par l'ensemble des acteurs, c'est ça qui n'existe pas, une feuille de route commune. Il existe plusieurs versions d'une définition de feuille de route. Il y en a vraiment plein. Je pense qu'elles sont toutes bonnes. Par contre, celle qui fait vraiment consensus, celle qui est un véritable outil, un véritable cap, un véritable balisage pour l'ensemble des acteurs, eh bien souvent elle est absente. Et le problème d'avoir cette feuille de route, eh bien, c'est un petit peu comme quand on regarde une carte IGN, mais qu'on ne sait pas lire les dénivelés. Eh bien, souvent, c'est décevant, parce qu'on va lire les choses un petit peu tout droit. Les enjeux du product owner, on a parlé d'innover, de délivrer. Il me semble que l'erreur qu'on commet aujourd'hui, en tout cas ce qu'on pourrait corriger, c'est qu'il ne s'agit pas de les opposer, mais plutôt de les réconcilier. En tant que product owner, il me semble qu'il n'est pas discutable de savoir si je suis d'un côté ou de l'autre, je dois être les deux. À moi de faire le pont, c'est ce qu'on me demande. L'innovation alimente la livraison, qui alimente l'innovation, et réciproquement. Et Dieu sait que c'est dur, parce que pour y parvenir, on a vu qu'il y avait des outils, on a vu qu'il y avait des complexités, parce qu'il faut en plus être légitime dans cette prise de décision, parce qu'en plus, il faut arriver à faire, il faut arriver à décider, à faire décider, à se mobiliser sur la partie stratégie, et c'est exigeant. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo à celles et ceux qui arrivent à le faire. Innover et délivrer. Non pas pour moi en tant que PO, mais pour faire qu'à la fin, en tant que PO, en tant qu'équipe, en tant qu'utilisateur, et faire qu'ensemble, effectivement, ça marche, afin d'être tous contents. Et il me semble que quand on a ça en tant que perspective, en tant que product owner, ça change radicalement son quotidien. Et vous puiserez dans cette conférence tous les outils dont vous aurez besoin pour pouvoir y répondre. Je vous remercie.
Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Alors, oui, le micro fonctionne, donc je peux vous l'apporter pour poser la question. La première est toujours la plus difficile. Il y a un pot de miel à gagner pour la pot de miel, pour la première. Bon, je me lance. Alors, on a vu pas mal d'outils. Et effectivement, je trouve que ta conclusion est super sur il faut réconcilier, mais en pratique, c'est pas aussi évident à faire. Est-ce que tu as des petits tips sur les pratiques de réconciliation? Sur les pratiques de réconciliation, attends. Voilà, vu que la question appelle une réponse concrète. Ce ne sera pas 2-3, ce sera 27. Ou je ne sais pas combien. Je dirais qu'on pourrait dire il faut que ce soit une intention d'être dans les deux. Okay, ça serait la version un peu stratosphérique qui ne serait pas concrètement actionnable. En tant que PO, on doit pouvoir être capable d'organiser à la fois des ateliers d'innovation et d'être à la fois mobilisé sur la partie delivery. Je pense qu'il faut les deux. Une autre partie de la réponse, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que je vois le rôle d'un PO. C'est qu'il doit y avoir quand même un petit peu de compétence de tout ça. Et que si on n'explore pas ce qui est... il y a forcément des rôles... C'est le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Donc il faut plutôt le voir comme voilà, des possibilités à aller explorer. Mais en tout cas, de rester centré que sur un domaine, je pense que c'est un peu réducteur. Et ça permet de maintenir un système où le PO est soit d'un côté, soit de l'autre. Et aujourd'hui, on le voit émerger avec la distinction PO-PM. Je trouve qu'il y a un drame pour la communauté agile parce que ça veut dire qu'on est en train de... voilà, comment il s'appelle, Mac Gallan, je ne sais plus là, qu'il affirme que le PM et le PO, voilà. Moi, je trouve que c'est particulièrement dommage. Au-delà des termes, ce qui compte, c'est l'action. Comment nous le faisons. Alors évidemment, sur certains produits, c'est très grand, on a besoin de plusieurs personnes, évidemment, et des modèles à l'échelle s'imposent, ça paraît logique. Mais comment on met à disposition l'ensemble de ces éléments? Comment on met à disposition un modèle économique à des développeurs pour qu'ils le comprennent? On ne peut pas demander à des développeurs de prendre des décisions stratégiques si on leur explique pas ce qu'est un modèle et un modèle de rentabilité, et ceux qui le connaissent, c'est au niveau du commerce, souvent. On ne peut pas comprendre la data, les parcours utilisateurs si on n'y a pas accès. Il faut aller voir les gens du marketing, ce sont des gens précieux. Ils sont en contact avec eux tout le temps, ils ont plein de retours, c'est génial. Donc je pense que voilà, le PO, c'est une des clés de voûte. Ça a toujours été une clé de voûte. Ne perdons pas de vue que son rôle, il est énorme. C'est pour ça que c'est une charge mentale qui est très, très, très importante. C'est aussi ce qui en fait un rôle absolument passionnant. J'ai répondu à la question? Après avoir posé la première question, est-ce qu'il y a une deuxième question? Devant là. Dans ce que tu as pu observer, je me demande quelles sont les choses, les paramètres, les éléments qui ont cornerisé le product owner sur la partie delivery, alors que c'est pas censé être le cas, mais qui aujourd'hui font que justement on a la vision exploration qui est donnée à des product managers et qu'on a enlevé ça à ce rôle de product owner. Qu'est-ce qui dans les entreprises a généré ça? Juste le premier mot, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce qui a généré quoi? Qu'est-ce qui les a basculés uniquement sur la partie delivery, qui a fait que le product owner aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit les user stories d'un plan qui a été défini par d'autres? Tu m'as collé. Il y a plein de facteurs. Je pense qu'on est nombreux responsables. Je dirais que Rachel a rappelé un historique, par exemple, ce matin sur l'agilité. Si on prend l'agilité en France, 2010, les communautés agiles sont massivement... vous veniez dans un Agile Tour, on était massivement sur des approches type Scrum et massivement Delivery. D'ailleurs, à l'époque, il y avait plein de devs dans les Agile Tours. Aujourd'hui, il y en a vachement moins. Donc, sans doute, ça a en partie contribué.
Il y a l'approche design thinking. Je dirais que moi, dans mes hypothèses, je dirais que d'un point de vue marketing, on n'a pas été hyper bon et que sans doute ça a été reçu d'un point de vue delivery. Là où une approche design thinking qui est exactement la même chose, au moment où ça apparaît, il n'y a aucune différence entre des approches de user story mapping, impact mapping, innovation, avec la partie design thinking. C'est vraiment la même chose. Ce n'est pas les mêmes outils, mais l'intention reste identique. Et pourtant, le design thinking émerge, explose à ce moment-là. Je pense qu'un aspect marketing et étiquette aussi joue dans l'absorption. Après, il y a une massification de l'agilité avec tous les défauts que ça comporte. Il y a des rédactions de postes. On ne peut pas empêcher les entreprises de chercher à faire des mappings avec les rôles existants. Toutes les entreprises ne sont pas passées d'un modèle organisationnel avec des matrices de rôles à des product owners au ce sens-là. Donc, on a encore gardé des choses. Et comme avant, ce n'était pas forcément très mobilisé sur la partie PO, sur la partie innovation, ça a forcément un peu perduré. Est-ce que c'est perdu? Je ne crois pas. Je crois pas. Est-ce que c'est plus difficile? Certainement, parce qu'en fonction de là où vous êtes, ce ne sera pas les mêmes possibilités. C'est évident. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Et madame? Moi, j'ai une autre question. Je te rejoins sur le fait que maintenant, de nos jours, le PO n'est plus un PO. C'est-à-dire que les rôles sont distribués. Moi, je suis PPO, mais j'ai des PO et des PM et des PO chez client, mais chez... Bref, c'est insupportable, mais c'est un autre sujet. Et du coup, j'en reviens à ton schéma d'avant, juste ce que tu montrais de ce que pour toi, c'est un PO. Tu en as un tout petit peu parlé. De ce que j'ai compris, tu as été dev. Et moi, du coup, la manière dont tu as géré ta présentation, ce qui m'intéressait de savoir, c'était ton parcours. Parce que rapidement, j'ai cru comprendre que tu étais dev. Ouais. Qu'est-ce qui... Voilà. Enfin, moi, ça m'intéresse. Donc la question, c'est quel est mon parcours? Quel est ton parcours? Très bien. École d'informatique, développeur Java, manager dans une start-up, chef de projet dans une boîte qui faisait du .NET. Donc quand tu passes de Java à .NET, j'ai pas réussi. Donc je suis resté sur ce qui me restait, c'est-à-dire l'agilité. Donc je suis passé chef de projet agile, parce qu'en 2008, on ne pouvait pas faire mieux. Et puis après, je suis passé indépendant en 2011, en tant que coach agile, et après par capillarité, de l'agilité, de l'intelligence collective et de la facilitation graphique. Ça répond? Oui. On peut peut-être faire une toute dernière question. Il y a un monsieur. On est en train de déborder. Je me dépêche. On est en roue libre. Hein. Ouais. On parle souvent du product owner du projet et on entend rarement parler des product owners d'un projet. Est-ce que tu as partages d'expérience là-dessus sur des projets avec plusieurs product owners? Oh là. Est-ce que ça te paraît réaliste, ou pertinent? C'est peut-être un peu vaste. Alors, encore une fois, il faudrait préciser la typologie, parce que si je prends une situation réelle que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps, où tu es dans une DSI avec des product owners qui sont plutôt dits métiers et des product owners dits SI, ça apporte plus de complexité que ça n'apporte de solution. Parce que du coup, ça duplique le rôle, parce qu'on est calqué sur l'organigramme de l'entreprise. Donc, je dirais que par rapport à ce type d'exemple-là, je dirais non, c'est pas opportun. Maintenant, sur des applicatifs qui sont massifs, qui ont plusieurs sous-produits à l'intérieur, oui, évidemment, de toute façon, de fait. Après, je pense qu'il y a une phrase, moi, qui m'a particulièrement séduite ce matin dans l'intervention de Rachel, c'était de dire que plus on scale, plus on découple les applications. Chose qui est complètement passée à côté des backlogs sur la partie multi-produits. Donc souvent, on se retrouve avec des armées de product owners. Est-ce qu'ils savent coordonner leurs aspects, tous ces aspects-là entre eux? Il y a quand même beaucoup de dépendance, quoi. Et ils ont des agendas de ministres, c'est des gens qui sont quand même difficiles à trouver. Donc on trouvera toujours des bons exemples, on en trouvera toujours des mauvais. Voilà, je pense que j'ai fait une réponse bien floue. Normalement, j'ai fait toute la panoplie de réponses. Je ne sais pas si ça t'aide.